about to meet the suspects, weapons, and rooms of the VCR mystery game Clue. Watch carefully, and I'll be back in a few minutes to tell you about the game. Chaque année, dans le master sciences du jeu, les étudiants sont formés à la recherche par la recherche sur une thématique qui est liée aux jeux, aux objets, aux pratiques ludiques ou plus généralement aux loisirs. Et cette année, le thème de la recherche, c'est l'usage des technologies dans les jeux de société. Donc on est parti de l'idée que les jeux de société, généralement, sont plutôt opposés aux technologies, aux nouvelles technologies en tout cas. Malgré tout, on voit beaucoup de ces produits qui utilisent ou qui mettent en avant des nouvelles technologies. Et donc, dans ces cas-là, comment le font-ils avec donc une question en particulier qu'on se posait qui était est-ce que la technologie est notamment utilisée pour essayer de rendre les jeux plus intelligents, plus smart ou plus branchés en fait, plus cool en jouant un peu sur la mode en fait qui est associée aux technologies. Alors, comment on a procédé ? Les étudiants se sont penchés sur un échantillon d'une centaine de jeux environ qui font partie du fonds patrimonial du jeu de société, qui est une collection historique qu'on héberge ici à l'université Sorbonne Paris-Nord. Donc pour analyser le corpus, les étudiants et les étudiantes ont construit un questionnaire qui nous a permis de décrire chacun des jeux selon des critères tels que la présence de mentions d'auteurs, d'illustrateurs, le type de matériel utilisé, le type d'effets produits par les matériels technologiques, etc. Après ce premier gros travail de description des jeux, on est passé à un deuxième travail de recodage et d'interprétation des données, d'analyse des résultats. On s'est posé la question de comment définir cette notion de technologie. Donc on a choisi de retenir tout ce qui va au-delà du matériel, on va dire, traditionnel. Et donc on a choisi de garder tout ce qui fait appel au moins à un des éléments suivants. Donc ça peut être des applications mobiles, du matériel électronique, du matériel électrique, mais également le magnétisme ou encore les supports médias. Donc les jeux ont été sélectionnés principalement sur la base d'une mention explicite de l'usage d'une technologie. Et donc on est passé à côté de beaucoup de jeux du fonds patrimonial qui fait l'usage de technologies. Voilà, on voulait vous rappeler qu'il s'agit d'une recherche exploratoire, mais qui donne déjà des résultats intéressants. Donc dans notre échantillon, nous avons 93 jeux qui datent de 1891 jusqu'à 2020. Nous avons remarqué que beaucoup des jeux de notre échantillon étaient des années 80 et des années 90, et avec une forte diminution des jeux à partir des années 2000. Quand on met cet échantillon en parallèle avec l'ensemble de la base de données du FPJS, on remarque que cette augmentation des jeux dans les années 80 et 90 est partagée avec le fonds patrimonial en général. En revanche, la diminution dans les années 2000 devance celle du fonds patrimonial, dans lequel on a moins de jeux à partir des années plutôt 2010, ce qui tente à montrer que cette tendance de la diminution est un fait concret de l'échantillon. Donc lorsqu'on s'intéresse aux technologies employées par ces différents jeux, on peut noter en premier lieu que beaucoup des jeux de l'échantillon utilisent des technologies qu'on pourrait appeler rudimentaires, comme des piles, des aimants ou des lampes. Nous avons constaté aussi que dans les années 80 et 90, dans lesquels beaucoup de jeux sont représentés, on voit apparaître beaucoup de jeux utilisant des nouveaux médias, des médias audiovisuels, donc des cassettes, des CD, etc. C'est ces jeux-là qu'on appellera jeux à médias qui marquent vraiment cette recherche. Ils sont 23 sur les 93 jeux analysés, soit environ 25% de l'échantillon. Et parmi eux, on a surtout des cassettes vidéo, des cassettes audio, et puis quelques DVD, CD, disques vinyles, disquettes, etc.
Pour une bonne partie de ces jeux à médias, on constate vraiment que leur date d'édition est plutôt corrélée à l'évolution de la technologie associée et à sa période de dissémination et d'appropriation dans les foyers et auprès du grand public. On peut prendre l'exemple des cassettes vidéo, où on remarque qu'à partir de l'apparition de la VHS, on voit apparaître de plus en plus de jeux à VHS, et que ceux-ci disparaissent, ou en tout cas ne sont plus édités, à partir de l'apparition du DVD par exemple. Ces jeux à médias, ils se distinguent des autres jeux de la recherche, parce qu'au-delà du support qui est présent dans le jeu, ils nécessitent l'utilisation d'une technologie hors du jeu. Donc leur pérennité, elle est particulière, parce qu'elle repose autant sur l'état du support en question que sur la facilité à se procurer les lecteurs spécifiques et à leur présence dans les lieux de jeu ou dans les foyers. Cette spécificité, elle est due aux évolutions successives et rapides des technologies liées aux médias audiovisuels et qui se sont accélérées justement dans les années 80. Et aujourd'hui, alors qu'il y a de plus en plus de vieux supports audiovisuels qui sont numérisés, on s'est demandé si ça pouvait être le cas pour ces médias issus de jeux branchés. Et donc on a trouvé quelques exemples de médias de jeux qui ont été numérisés, notamment les vidéos du jeu La Guerre des Étoiles ou encore du jeu Atmosphere. Et donc sur le sujet de la pérennité, chaque jeu de l'échantillon a été aussi testé pour vérifier si son état permettait d'être joué encore aujourd'hui. Nous avons constaté que la majorité des jeux étaient encore utilisables et seulement 22% des jeux sont inutilisables. Et donc la plupart de ces jeux inutilisables datent d'avant l'invention ou d'autour de l'invention de la pile alcaline. Ces jeux utilisent principalement des piles salines qui ne sont plus trouvables sur le marché aujourd'hui et dont les formats et les paramètres de puissance ne correspondent plus aux piles alcalines modernes. Cette analyse sur les technologies présentes dans les jeux branchés et leur pérennité, elle gagnerait à être approfondie par l'ajout de jeux plus récents à l'échantillon. Car si les années 80 sont plutôt denses en termes d'évolution des technologies, notamment celles de médias, les années qui ont suivi le sont aussi, et le développement notamment des smartphones a permis l'apparition de nouveaux jeux branchés, dont l'apport de la technologie est de plus en plus complexe et dont la pérennité repose aussi sur de nouveaux aspects, dépendant notamment d'applications, de serveurs, etc. Nous avons relevé des particularités entre les jeux américains et les jeux européens, comptant des technologies spécifiques que nous allons analyser dès maintenant. Notre étude porte sur 53 jeux américains et 36 jeux européens, dont des jeux français, allemands, anglais, polonais et hollandais, et même un jeu japonais. Il faut préciser que dans notre échantillon, les jeux américains comportent une forte présence de jeux anciens. La moitié des jeux apparaissent avant les années 1980. En comparaison, les jeux technologiques européens que nous avons sélectionnés sont plus récents. Il faut donc tenir compte de cette différence quand on compare les deux échantillons. Le jeu le plus ancien de l'échantillon est américain. Il s'agit de Magnetic Jack Straws, datant de 1891. De même, le premier jeu électrique connu, Electric Baseball, est également d'origine américaine et apparaît dès 1930. On a constaté une différence dans la structure éditoriale. Les éditeurs américains sont nombreux, mais 4 grands éditeurs semblent dominer le marché. Milton Bradley Company, Parker, Electric Game Co. et Hasbro. En Europe, le paysage éditorial se révèle plus diversifié, avec au total 20 éditeurs représentés, sans situation de monopole identifiable. Les éditeurs les plus fréquemment rencontrés sont l'allemand Ravensburger et le français Nathan, suivi du hollandais Jumbo. On va maintenant s'intéresser au matériel. En Europe, on va plutôt valoriser des technologies simples comme la lumière, les aimants, les piles, et du matériel simple comme des cartes d'études. Les jeux américains, eux, vont plus loin avec des cassettes audio et vidéo et même des éléments de décor, des figurines et de la fausse monnaie. Les boîtes américaines sont notamment plus grandes, signe d'un contenu plus riche. Et ça se ressent aussi dans la durée des parties qui durent entre 45 et 60 minutes aux US contre 30 et 40 minutes en Europe. Si on se tourne du côté des mécaniques de jeu utilisées, on va utiliser beaucoup de la confrontation directe aux États-Unis. En Europe, ça va être plutôt des jeux de correspondance et de déplacement de plateau, dans 60% des cas, contre seulement 35% des cas aux US. Enfin, les univers utilisés dans les jeux varient beaucoup.
En Europe, on va plutôt valoriser la vie quotidienne, l'environnement et la fantaisie. Et aux US, ça va être plutôt le sport, la guerre, la musique. Et même avec des thèmes exclusifs comme l'horreur et la littérature. On retrouve aussi des thèmes communs à tous les jeux de notre corpus, comme les animaux, la science-fiction, les métiers, l'enquête et les transports. En résumé, les jeux technologiques américains sont axés sur le divertissement, la technologie, la compétition et l'immersion. On peut le voir notamment avec l'exemple de VCR California Games. Et aussi avec cette version américaine du Cluedo, VCR Mystery Game. Les jeux technologiques européens, sachant que pour rappel ceux de notre sélection sont un peu plus récents, sont plus axés sur l'éducation, la réflexion et la simplicité, comme on peut le voir avec l'exemple de Terre et Volcan ici présent, ou encore avec l'exemple de Junior Electronic de Ravensburger de 1977. Quand le sujet nous a été présenté, une des premières choses qu'on s'est posé comme question, c'était est-ce qu'il n'y avait pas un effet de com, une volonté marketing dans le fait de mixer un peu la technologie avec les jeux de société. Est-ce que vraiment la technologie apportait quelque chose au jeu et à quel point c'était mis en avant sur le produit en lui-même. Alors un exemple qui est vraiment le Super Kies, donc qui reprend quand même un jeu classique que tout le monde connaît, et ils sont venus nous intégrer dans le jeu de l'électronique. Notre recherche montre clairement que la technologie est mise en avant sur les boîtes. En effet, 94% des jeux étudiés et analysés mettent en avant fortement cet argument marketing. Alors, on a deux exemples frappants qui illustrent justement cette présentation et cette mise en avant de la technologie. Le premier, c'est Omega Virus, sorti en 1992. Et le deuxième, c'est La Légende de Zagor, qu'on a ici. Grosse boîte, comme vous pouvez le voir, et qui a un slogan très marquant, un grand jeu de rôle à voix électronique. Alors au cours de notre enquête, on a voulu se pencher du coup sur la question en fait plutôt de l'importance et de l'apport de la technologie dans les jeux. Et du coup, pour essayer de répondre à cette question-là, on a du coup catégorisé en fait nos jeux en 4 groupes. Donc tout d'abord, les jeux dont la technologie est considérée comme superflue, une autre comme étant accessoire, nécessaire et enfin indispensable. Et le retour est plutôt flagrant. 70% des jeux sont considérés au minimum comme étant nécessaires. Au vu de ce chiffre-là, on se dit donc que la technologie est indispensable pour ces jeux-là. Mais si on se penche plutôt sur le côté ludique en fait, du jeu, là il y a d'autres questions qui peuvent émaner. Et on a tenté donc d'y répondre. Et pour pouvoir y répondre, on a donc voulu jouer à quelques jeux, donc notamment Kies ou le Star Wars électronique. En fait, on ouvre la boîte et directement on voit qu'on a une VHS. Directement, on interagit avec Darth Vader, qui s'avère être en fait le maître du jeu, qui va dicter un peu le rythme en fait de tout le jeu. Qui me défie? Qui êtes-vous, rebelle? Vos noms, parlez. Je sens que certains d'entre vous sont déjà attirés par la force du mal. Oui, on peut le voir par la première lettre de vos prénoms. Ceux d'entre vous dont le prénom commence par une des lettres de la force du mal, F, D ou M, doivent placer du curseur de leur indicateur de force sur le niveau 1. Une grande majorité, à vrai dire, des jeux de l'échantillon qu'on a, en fait, la technologie va participer à l'immersion. Mais du coup, peut-être que ça s'arrête là et il n'y a pas plus derrière d'un point de vue ludique. La force du mal va vous détruire, vous et votre rébellion. Cette valorisation de la technologie durant les années 80 et 90, elle vient dans un contexte qui est marqué par l'essor rapide des jeux vidéo. Et donc, pour revenir à La Légende de Zagor, qui a été créée par Ian Livingstone, fondateur d'Eidos Interactive, pionnier du jeu de rôle. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a intégré une voix électronique immersive, rappelant les jeux vidéo de l'époque. Omega Virus adopte une approche semblable à celle de La Légende de Zagor. On a une interface électronique centrale sur une boîte au design futuriste. Ainsi, l'intégration de la technologie
répondait davantage à un besoin marketing, d'attirer l'attention et de se présenter de manière moderne. Cette approche vient accompagner l'évolution rapide du secteur du divertissement, plutôt qu'à essayer de concurrencer le jeu vidéo et son essor grandissant. Après les années 90, il y a quand même un essoufflement de cette volonté un peu de concurrencer les jeux vidéo. Et quand on voit jusqu'à aujourd'hui où on en est, ils le mettent beaucoup moins en avant. Ou en tout cas, aujourd'hui, c'est plus un argument de vente. Et les jeux qui sont sortis là récemment, qui ont toujours des aspects technologiques dans leur mécanique, dans le matériel, on le voit plus du tout. On a cet exemple de ce qui est sorti là récemment. On a Wondrous Creatures qui utilise des aimants aussi en son sein. On ne le sait pas du tout. Faut vraiment commencer à jouer pour le découvrir. Et puis alors celui qui nous a vraiment le plus marqué, c'est Chronicle of Crimes. Ça se voit pas du tout sur la boîte que ça nécessite de la technologie, que c'est un jeu qui est extrêmement, qui est même hybride en fait, puisque ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'il faut une tablette pour mener l'enquête. Donc on a vraiment une façon de fonctionner qui est très différente aujourd'hui et les technologies font partie du jeu mais ne sont plus un aspect marketing. Nous nous sommes également demandé si la technologie était mise en valeur sur les boîtes et dans les règles des jeux, qui proposent d'apprendre en jouant. Nous avons ainsi interrogé la valeur éducative des jeux. Pour cela, nous avons posé la question suivante. La boîte ou les règles mentionnent-elles une valeur éducative du jeu ? Ont été comptabilisés les jeux mentionnant jeu éducatif ou apprendre et ses variantes telles que apprenez en vous amusant. À partir des résultats obtenus à cette question, nous avons noté que les jeux présentaient plusieurs caractéristiques particulières, notamment concernant les aspects suivants: l'origine, les matériels utilisés et sa potentielle diversification, les effets de la technologie et les compétences sollicitées par les jeux. Pour ce qui est de l'origine, comme on l'a vu, les jeux éducatifs sont majoritairement européens. Ils représentent plus du tiers des jeux éducatifs. Concernant le matériel, les jeux à valeur éducative sont généralement moins diversifiés que le reste du corpus. Ils disposent par exemple de 5 fois moins de pions que les jeux sans valeur éducative et aucun des jeux à valeur éducative ne dispose de figurines. Certains éléments matériels sont davantage associés aux jeux avec une mention éducative. Les fils électriques par exemple, à hauteur de 71%, et les cartes à hauteur de 47%. À l'instar du matériel, les effets de la technologie sont moins diversifiés parmi les jeux à valeur éducative. 4 fois moins utilisent la lumière par exemple, et aucun des jeux à valeur éducative n'utilise la vidéo. Ces jeux semblent donc privilégier des effets simples et sensoriels, sans surcharger le jeu en effets technologiques. Les jeux non éducatifs utilisent moins de compétences. 2 compétences sont majoritairement utilisées parmi les jeux à valeur éducative. Ce sont les connaissances et la mémorisation. Or, les connaissances font également partie des compétences surreprésentées. Elles sont 3 fois plus présentes parmi les jeux qui mentionnent une valeur éducative. Nous avons choisi un cas concret afin d'illustrer cette observation, les jeux, quel est ce bruit, à destination des enfants âgés de 4 à 7 ans. À l'instar des jeux technologiques à valeur éducative, ce jeu est un jeu européen. Il ne dispose pas de pions ou figurines, il mobilise des connaissances et de l'observation. Or, si ce jeu ne mentionne pas explicitement des valeurs éducatives, il évoque pourtant des compétences que le jeu permettrait d'acquérir, deviner et mémoriser. Dans les règles de jeu se trouve une lettre à destination des parents, comme dans tous les jeux, écoute et joue de Nathan qui nomme les compétences mobilisées par le jeu. Dans les années 70, le marketing genré explose dans l'univers des jouets. Les rayons se divisent, rose pour les filles et bleu pour les garçons. Comme le montre la sociologue Mona Zegai dans ses recherches, ces jouets participent à construire des rôles genrés bien distincts. Mais qu'en est-il des jeux électroniques ? L'intégration de nouvelles technologies change-t-elle les représentations ou perpétue-t-elle les mêmes stéréotypes ? Pour explorer cette question, nous avons sélectionné 13 jeux selon différents critères du marketing de genre, donc la couleur de la boîte, les illustrations présentes sur la boîte de personnages, l'adressage au féminin, ainsi que les slogans. Dans l'étude du catalogue de jouets faite par Mona Zegai,
le lexique le plus associé au masculin va surtout tourner autour des véhicules et leurs descriptions techniques, des combats, de l'aventure, alors qu'on remarque que le lexique féminin va surtout tourner autour des poupées, de la cuisine, de la mode ou de la magie. Nous avons donc observé des similitudes entre cette recherche et notre échantillon. Par exemple, on remarque que pour les jeux de filles, 1 traite de la magie et 4 de la vie quotidienne. Pour les garçons, on a remarqué que c'était beaucoup plus varié, il y avait beaucoup plus d'univers. Il y avait par exemple les super-héros, les combats, l'aventure, le sport et les transports. On remarque donc que l'ajout d'une technologie ne change pas les univers proposés à chacun des deux genres. Avec l'exemple du jeu CD Hunter et de CD Girls, nous remarquons aussi qu'il s'agit d'une stratégie commerciale dans un but d'attirer le public visé. Je te demande de choisir un autre joueur et de lui offrir ton tour de jeu. Allez, jette le dé et déplace le pion de ce joueur du nombre de cases indiquées par le dé. Au nom de ton ami aventurier, je te remercie. Tu peux arrêter le disque maintenant. Il faut également savoir que les jeux de filles que nous avons sélectionnés datent des années 1990, début 2000 et ne sont plus forcément représentatifs de ceux commercialisés aujourd'hui. Aujourd'hui, l'adressage du genre n'est plus aussi explicite. On a remarqué que c'était surtout les licences, telles que par exemple les Disney ou les dessins animés, qui perpétuaient ces stéréotypes, car ils s'adressent à leurs fans et donc contribuent également à cette séparation du genre. On a remarqué que le but du jeu était différent selon l'adressage. Les jeux adressés aux filles auront plutôt un objectif personnel, comme trouver le bon garçon ou ne pas être la pire des menteuses, alors que le but des jeux des garçons sera plutôt de l'affrontement. En analysant les mécaniques, on retrouve qu'il y a en effet 6 jeux sur 8 qui sont adressés aux garçons, qui comportent de la confrontation, alors qu'aucun des jeux adressés aux filles n'en comporte. Pour les mécaniques de jeux adressés aux filles, on va retrouver des mécaniques relativement plus simples, comme le déplacement, la pioche ou encore la correspondance. Dans les jeux adressés aux garçons, on va retrouver toutes les compétences présentes dans notre questionnaire, ce qui prouve que les garçons ont un éventail de jeux plus diversifié que ceux des filles, qui seront un peu plus spécifiques. Pour la technologie, nous avons vu qu'elle agissait comme un 3e joueur pour les jeux adressés aux filles. Elle est représentée par un téléphone, un détecteur de mensonges, une radio. Elle sert de validation en fait des réponses. Par exemple, dans Radio Girls, c'est le téléphone qui va nous demander nos goûts afin de correspondre avec le meilleur garçon, ou il va y avoir des détecteurs de secrets qui va valider nos réponses pour savoir si on est une menteuse ou non. On observe une vraie évolution des tendances concernant les effets produits par la technologie. Au départ, elle est surtout utilisée pour retranscrire du mouvement. Puis on voit arriver l'importance petit à petit de l'usage du son et de l'image, donc d'abord fixe puis animé. Donc si on se concentre sur les technologies du son et de l'image en particulier, on suit l'évolution avec les jeux technologiques et de l'évolution des modes même de diffusion qui a lieu dans la société en général également. Parmi les premiers formats, on retrouve l'usage du vinyle et des ampoules. Puis apparaissent les premiers modules électroniques qui permettent, grâce à leurs haut-parleurs et à leurs écrans intégrés, de diffuser soit simultanément, soit au choix son et images. Puis, à partir des années 70, on voit apparaître les cassettes vidéo et audio, puis les CD et DVD. Et enfin, à partir des années 2010, l'apparition des applications mobiles. Donc idem, si on s'intéresse à la manière dont les jeux sont alimentés, quelque part la source de leur technologie, les aimants sont très utilisés jusque dans les années 70, puis déclinent à ce moment-là. Les circuits électriques également, que les joueurs doivent compléter en général à l'aide d'électrodes, sont remplacés au fur et à mesure par les éléments électroniques. Et plus récemment, l'apparition des applications mobiles fait sortir la technologie hors des boîtes de jeux.
Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? Donc, peut-être déjà un premier constat, c'est qu'on va parler aujourd'hui de jeux hybrides en mettant en avant un peu la nouveauté du concept, mais qu'en fait, quand on regarde historiquement, les jeux de société, en tout cas, tels qu'on les voit dans le fond, vont mobiliser la technologie quasiment dès l'origine. Et en fait, plus largement, on s'aperçoit que les jeux ont souvent été un vecteur, un média pour familiariser le grand public avec la technologie. Donc ce qu'on observe là dans cet échantillon, c'est peut-être on va le voir plus en détail, que la technologie est très visible au départ et puis va avoir tendance à être moins visible au fur et à mesure quand on avance vers des jeux plus électroniques. Il y a aussi des périodes plus particulières, comme le tournant des années 80, au cours duquel, en tout cas, on peut faire l'hypothèse que le secteur du jeu de société tient à se positionner aussi par rapport à d'autres propositions ludiques, puisque c'est le moment où apparaît la micro-informatique et les jeux vidéo. Un autre point qui nous semble important, c'est que le constat, c'est quand même que même si on peut questionner l'apport ludique à chaque fois de ces technologies, en tout cas, on voit qu'elle n'est jamais accessoire. Elle est très rarement accessoire, c'est-à-dire que c'est pas un gadget. Elle va servir l'expérience de jeu. Donc, elle va le servir généralement de différentes façons, soit en étant utilisée pour être un arbitre, c'est-à-dire par exemple dans les jeux de quiz, mais pas seulement. On peut aussi penser à des exemples comme le Dr Maboul. Elle va servir aussi à rythmer l'expérience de jeu, donc c'est le cas en particulier dans les jeux hybrides où on va mobiliser la vidéo. Et puis, plus généralement, elle va vraiment avoir un effet différent puisque les joueuses et joueurs vont interagir avec le jeu d'une manière qui est différente, avec aussi une possibilité de rétroaction, de retour, de feedback. Pour l'instant, on l'a dit, c'est une recherche un peu exploratoire. Des choses qu'on pourrait plus creuser ou vouloir plus creuser, c'est par exemple la question de la réception en fait à l'époque de ces jeux-là, puisque là on a peu d'éléments, on a les boîtes, on a les contenus, on peut analyser la proposition, mais il nous manque un peu le contexte dans lequel ces jeux ont été reçus et accueillis par le grand public. Dans les choses qu'on pourrait creuser aussi, et pour le coup, ça pourrait être quelque chose de spécifique, on a quand même constaté que dans cet échantillon-là, en tout cas, il y a des thématiques qui sont un peu plus représentées que dans le fond, dans son ensemble. Par exemple, on a de la thématique du jeu d'enquête qui revient beaucoup. On l'a vu avec l'exemple des jeux qui sont adressés aux filles. On peut avoir des thématiques qui sont peut-être plus représentées, comme celle de la vie quotidienne, la question des interactions sociales. Donc ça reste quelque chose qui pourrait être approfondi, c'est-à-dire est-ce que l'usage de la technologie va encourager l'apparition de thématiques particulières. Alors, cette recherche montre à nouveau la richesse du fond. Il y a encore plein de choses à explorer et à découvrir sur cette plateforme. Donc, on vous attend au Master Sciences du jeu ou sur un projet de recherche. Donc, à bientôt. À bientôt. Dans la forêt, les campeurs, eux, plantent la tente avec leurs maillets. Et ils gonflent leur matelas avec le gonfleur. Sur la plage, pour faire des pâtés, le petit garçon tape sur le seau avec sa pelle.